comment ces vaccins sont testés? Est-ce que vous avez des informations sur comment ils sont testés et comment Ah. sont recoupées les informations pour prouver leur efficacité? Alors là, justement, c'est un très gros problème. Parce que les vaccins échappent à un certain nombre de contraintes réglementaires qui sont normalement nécessaires pour la mise au point de médicaments. Par exemple, les vaccins échappent à ce qu'on appelle les études pharmacocinétiques. Bon, ça paraît un peu barbare. Qu'est-ce que la pharmacocinétique? C'est tout simplement le suivi des produits injectés dans l'organisme. Pour un médicament, par exemple, bon, vous prenez un médicament pour le cœur ou la tension artérielle, des choses comme ça, eh bien, dans sa préparation, ce médicament va être suivi dans l'organisme. On va voir où il est, comment il est éliminé, ou comment il est fixé dans certains tissus, comment il est transformé par certains organes, en particulier par le foie, etc. Eh bien, pour les vaccins, ces études de pharmacocinétique ne sont pas requises. Si vous allez sur Internet, vous tapez Google, vous tapez simplement pharmacocinétique du vaccin et vous mettez le nom du vaccin, vous arrivez à trouver ces études ne sont pas requises pour la fabrication du vaccin. La réponse tient en une ligne. Mais c'est bien embêtant parce que si on avait fait ces recherches, eh bien on aurait su, par exemple, que l'aluminium, dont on parle beaucoup en ce moment, lorsqu'il est injecté dans l'organisme, bon, une partie est éliminée, mais une partie reste sur place, là où a été faite l'injection, et une partie circule et peut pénétrer dans le cerveau. Et une fois qu'il a pénétré dans le cerveau, il n'en ressort plus. Et ça entraîne des troubles connus aujourd'hui sous le nom de myofasciite à macrophage. Eh bien, si on avait, dès le départ, fait une étude pharmacocinétique, on aurait pu voir ce que devenait l'aluminium dans l'organisme. Or, on ne le savait pas jusqu'à ce qu'on détecte ces nouvelles maladies. Il n'y a pas très longtemps, hein, ça fait une quinzaine d'années environ, que l'on les a découvertes et qu'on a fini par comprendre que c'était dû à l'aluminium qui était fixé dans certains tissus et en particulier dans le tissu nerveux. Et ces maladies, donc c'est des maladies neurodégénératives. Pas forcément enfin, ce sont des maladies qui ont des manifestations musculo-articulaires, hein, une grande faiblesse musculaire, des douleurs articulaires et puis des problèmes de concentration. Donc les gens qui sont affectés par cette maladie ont des problèmes de concentration. Et est-ce on a des études qui tendent à essayer de démontrer combien de personnes qui ont été exposées au vaccin, ou en tout cas à de l'aluminium, possèdent ces troubles Oui, oui, bien entendu. Oui, oui. Il y a des études qui sont faites, qui sont suivies dans plusieurs hôpitaux, en particulier dans les hôpitaux parisiens. Je crois que c'est l'hôpital Henri Mondor à Paris. Vous avez une équipe de chercheurs, professeur Guérardi, le professeur Autier, qui étudient ces maladies. Alors ça, c'est le premier point dans lequel les vaccins échappent aux réglementations. Juste une question, mais est-ce que vous savez pourquoi ils ont pu passer outre ces Je ne sais pas, mais je serais tenté de dire qu'on n'a peut-être pas envie de savoir si les produits contenus dans le vaccin vont se loger à des endroits où on n'aimerait pas les trouver. Je n'en sais rien, mais c'est une constatation. C'est une constatation, il n'y a pas de pharmacocinétique pour les vaccins. Ça, c'est le premier défaut. Le deuxième défaut, c'est qu'il n'y a pas d'études, comme pour la pharmacocinétique, il n'y a pas d'études de mutagénèse, de cancérogénèse ou de génotoxicité pour les vaccins. Pour les autres médicaments, on fait ces tests. Pour les vaccins, ça n'est pas requis. Alors, je prends un autre exemple. Le Gardasil, dont on a beaucoup parlé aussi récemment, qui est un vaccin dirigé contre l'infection des voies génitales féminines par les papillomavirus, eh bien, pour ce Gardasil, il n'y a pas de test de reprotoxicité, de test de mutagénèse, etc. C'est quand même invraisemblable. C'est invraisemblable. Alors, un troisième critère auquel les vaccins échappent, ils échappent au véritable placebo. Quand on fait une étude de tolérance, d'efficacité ou de tolérance, on compare le nouveau produit qu'on met au point à un produit neutre. Par exemple, un liquide physiologique. Hein, de l'eau salée qui a la même concentration que le plasma sanguin, c'est un placebo, c'est neutre, puisque ça a la même composition que le plasma sanguin. Eh bien, les vaccins ne sont pas testés contre de vrais placebos.
On va tester par exemple un vaccin, alors je n'ai pas d'exemple précis à l'esprit, mais on va tester un vaccin contre un vaccin déjà mis sur le marché, dont on connaît les effets secondaires. Et on va dire, oh ben le nouveau vaccin ne fait pas plus d'effets secondaires que le vaccin qui est déjà sur le marché, donc il est tout à fait acceptable. Oui. Mais on ne l'a pas contrôlé contre un véritable placebo. C'est-à-dire par exemple qu'on va contrôler un nouveau vaccin contenant un adjuvant aluminique, hein, de l'aluminium, eh bien on va le tester contre un vaccin qui contient, ou contre un liquide qui contient lui aussi de l'aluminium. Donc ce n'est pas un vrai placebo, puisque dans les deux cas, il y a l'aluminium. On ne pourra pas faire la différence. Oui.